Delphi, dans l'Indiana. Un nom ordinaire pour un lieu paisible. Et pourtant, le 13 février 2017, ce coin tranquille est devenu le théâtre d'une affaire cauchemardesque. 2 adolescentes, Abigail Williams et Liberty German, partent en balade sur un vieux pont ferroviaire désaffecté. Et ce qui s'annonçait comme une simple promenade entre copines se transforme en l'un des mystères criminels les plus glaçants des États-Unis. De par l'atrocité du crime, évidemment, mais aussi à cause de cette dernière image, extraite du téléphone portable de Libby. On y voit en arrière-plan un homme suspect, la tête baissée, les mains dans les poches, marchant lui aussi sur le pont peu avant le drame. Cet homme sera surnommé pendant de nombreuses années le type du pont. Qui est-il ? Est-ce vraiment lui le meurtrier ? Pour quelles raisons suivait-il les filles dans cet endroit désert ? Voici l'histoire tragique des meurtres de Delphi. See, this is the path that we go down. There's no path going there, so we have to go down here. Hi. Voici Liberty German, aussi appelée Libby. Elle a 14 ans, née le 27 décembre 2002. C'est une jeune fille sportive et créative. Curieuse du monde, très active sur les réseaux sociaux, elle pratique de nombreux sports, le volleyball, le softball, le football, la natation. Elle joue de la musique dans la fanfare de son école. Elle aime aussi peindre, bricoler et voyager. Voici maintenant Abigail, Abby Williams. Elle a 13 ans, née le 23 juin 2003. Passionnée, elle, de lecture, de photographie et de nature, elle est membre de l'orchestre de l'école où elle joue du saxophone et elle fait partie de l'équipe de volleyball. Elle adore camper, nager, monter à cheval, elle s'exprime elle aussi à travers le dessin et la peinture, trouvant du réconfort dans l'art. Les 2 filles sont inséparables et elles sont en classe de 4e au collège local. Elles passent d'innombrables heures ensemble à explorer la nature, à rire, à rêver à leur avenir. 2 vies pleines de promesses, 2 meilleurs amis allant partout ensemble, un duo fusionnel que le destin va malheureusement briser bien trop tôt. Nous sommes le lundi 13 février 2017. Les écoles sont en congé. Cette journée en fait tombe durant le President's Day Weekend. De nombreuses écoles américaines, notamment dans l'Indiana, prévoient une pause hivernale ou de mini-vacances scolaires autour de cette période souvent appelée Winter Break ou Mid-Winter Break. Généralement d'une durée d'1 semaine ou de quelques jours. La veille de cette journée, Abby a dormi chez son amie, Libby. Ce matin-là, les 2 adolescentes prennent le temps et ne prennent leur petit déjeuner qu'à 10h. Il fait un temps étonnamment doux pour l'hiver, ensoleillé et presque chaud. Les filles ont envie de prendre l'air et de randonner comme elles ont l'habitude de le faire. Libby demande alors à sa grande sœur, qui s'appelle Kelsey, de les déposer près du sentier de Moononhide Bridge, un ancien pont de chemin de fer construit en 1891, haut d'environ 19 mètres. C'est un vestige d'une voie ferrée abandonnée. Le coin est très prisé pour son charme un peu sauvage. Le sentier serpente à travers une forêt dense et traverse la rivière Deer Creek via ce vieux pont aux traverses disjointes, offrant un panorama vertigineux. Kelsey accepte de faire le taxi, mais elle prévient les 2 filles qu'elle ne pourra pas venir les chercher plus tard, elle est occupée. Libby appelle donc son père, qui est occupé en course, pour lui demander de venir les récupérer en fin d'après-midi, ce qu'il accepte. Vers 13h35, Kelsey dépose donc Abby et Libby à l'entrée. Les 2 amies s'élancent sur le chemin en direction du pont. Ce jour-là, Abby porte un sweat à capuche gris, zippé sur un jean bleu, ses longs cheveux blonds sont relevés en un chignon décoiffé. Libby,
elle, porte un t-shirt à motif coloré. À 14h07, Libby, je vous l'ai dit, très proche de ses réseaux sociaux, publie sur Snapchat une photo d'Abby, marchant prudemment sur le Monon High Bridge. Ce sera la dernière image connue des filles postée, peu avant qu'elles cessent complètement de donner signe de vie. Le père de Libby arrive au lieu convenu vers 15h15, mais aucune trace des deux adolescentes. Il est inquiet assez rapidement, il parcourt le sentier à leur recherche, il les appelle, il klaxonne, il tente de joindre Libby sur son téléphone, mais sans succès. Vers 17h30, n'ayant toujours aucune nouvelle et constatant que les filles ne sont rentrées nulle part, les familles alertent la police et déclarent leur disparition. L'angoisse gagne tout le monde à mesure que le jour décline parce qu'il commence à faire nuit. À 19h, la mère d'Abby poste un message assez désespéré sur Facebook. Elle appelle quiconque ayant aperçu les filles à contacter immédiatement la famille ou le shérif. Rapidement, des recherches s'organisent, il y a les policiers, les pompiers, les proches des deux filles, des bénévoles qui ratissent la zone dans l'obscurité naissante, puisqu'encore une fois, la nuit commence à tomber. On espère encore qu'Abby et Libby se sont simplement égarées sur un sentier ou qu'elles se sont blessées, mais qu'on va les retrouver. Malheureusement, nous sommes en hiver, la nuit tombe vite. Vers minuit, les recherches doivent être suspendues, faute de visibilité aux grandes dames des proches. Une nuit d'angoisse débute pour les familles qui se préparent au pire tout en s'accrochant évidemment à l'espoir. Le lendemain, le mardi 14 février, dès l'aube, les recherches reprennent intensivement. Vers 7h du matin, des équipes fouillent à nouveau les bois et les abords de la rivière Deer Creek. En milieu de matinée, un indice glaçant est repéré près de la rive nord du ruisseau. La chemise que portait Libby est retrouvée accrochée à des branches au bord de l'eau. Les secouristes commencent à se dire que quelque chose ne tourne pas rond. Ils continuent à quadriller la zone alentour de la découverte. Aux alentours de midi, l'horreur se confirme. 2 corps sans vie sont découverts sur la berge nord de Deer Creek, à environ 800 mètres à l'est du pont. La scène est macabre. Il y a du sang sur la végétation autour des victimes et les enquêteurs trouvent non loin d'elles une balle de pistolet non tirée tombée au sol. Immédiatement, le secteur est bouclé comme une scène de crime. C'est comme ça que le 15 février, le shérif du comté de Carroll tient une conférence de presse. Il confirme que les corps retrouvés la veille sont bien ceux d'Abigail Williams et de Liberty German. Le couperet tombe pour les familles et pour Delphi qui plonge dans la stupeur et le deuil. Avec ces questions, que s'est-il passé sur ce pont et dans ces bois pour que de jeunes filles sans histoire, simplement parties se balader, trouvent ainsi la mort? Les autorités, elles, restent très discrètes sur l'état des corps et les causes du décès, et ça va rester assez intriguant pendant très longtemps. Un silence, selon eux, destiné à préserver l'intégrité de l'enquête. On est au tout départ, on vient simplement de les retrouver. Ce mutisme officiel va, vous le comprenez, vous l'imaginez, alimenter les rumeurs dans la petite communauté. Mais la vérité demeurera longtemps sous scellée. La seule certitude tragique, c'est qu'un meurtre s'est produit et que les 2 filles sont mortes. La nouvelle des meurtres d'Abby et de Libby fait rapidement la une des journaux au niveau national et même international. Delphi, ville d'habitude si paisible et unie, se retrouve sous les projecteurs pour une affaire aussi mystérieuse qu'effroyable. Tout le monde veut des réponses rapides, et surtout tout le monde veut que le coupable soit retrouvé. Dès le 15 février, c'est-à-dire le lendemain de la découverte et le jour de la conférence de presse du shérif, un élément extraordinaire de l'enquête est révélé au public. La police annonce avoir récupéré des images et un enregistrement audio sur le téléphone portable de Libby. Ce téléphone, qui a été retrouvé sur la scène de crime, contient des preuves potentiellement cruciales. Libby, en fait, a eu la présence d'esprit de filmer un homme suspect sur le pont peu de temps avant le drame. C'est comme ça donc que ce 15 février, les enquêteurs diffusent une photo granuleuse extraite de la vidéo de Libby. On y distingue, regardez, un homme blanc, la tête baissée, les mains dans les poches,
marchant sur le pont en direction des deux copines. Cet inconnu, bientôt surnommé par le public Bridge Guy, le type du pont, devient le suspect numéro 1. Il n'y a personne d'autre avec ses filles, hormis cet homme. Les policiers saluent le réflexe héroïque de Libby d'avoir enregistré ses preuves en secret, qualifiant la jeune fille de véritable héroïne pour avoir gardé son sang-froid face au danger. Une semaine après les meurtres, le 22 février 2017, la police de l'Indiana divulgue au grand public un extrait audio glaçant récupéré sur le téléphone de Libby. See, this is the path that we go down. On y There's no entend path la voix d'un homme going there, so légèrement you put on étouffé it. qui ordonnerait, on mettra ça au conditionnel pour l'instant, down the hill. Selon certains en français, en bas de la colline. Ouais. Ouais. Cet ordre, vraisemblablement adressé aux deux adolescentes, laisse imaginer une scène terrifiante. L'individu, potentiellement armé, aurait contraint Abby et Libby à descendre du pont par le talus. La diffusion de ce court extrait sonore. Guys, puisqu'il y a aussi ça qu'on arrive à percevoir, Guys down the hill, les filles en bas de la colline, est un choc pour l'opinion publique. See, this is the path that we go down. There's no path going there, so we have to go down here. Ouais. Les enquêteurs, à la suite de ça, exhortent quiconque reconnaissant cette voix ou ayant la moindre info à se manifester immédiatement. Les réactions forcément sont intenses, ça fait le tour d'Internet. En conférence de presse, les autorités insistent sur le courage, encore une fois remarquable, de Libby, qui a secrètement filmé et enregistré son agresseur quelques instants avant sa mort. Une ligne téléphonique d'alerte spéciale est inondée d'appels, jusqu'à 12 signalements anonymes par heure affluent dans les jours suivant la diffusion de cet extrait audio. La population de Delphi et les passionnés de faits divers du pays entier s'emparent de cette affaire. Malgré cet élan de solidarité, aucune piste décisive n'émerge dans l'immédiat. Dans les premiers temps de l'enquête, les autorités passent au crible tous les individus ayant pu croiser les adolescentes ce jour-là. Les autres randonneurs présents sur le site le 13 février sont identifiés, interrogés un par un, parce que chaque témoignage peut être crucial sur cette journée. L'attention se porte notamment sur un certain Ronald Logan. C'est le propriétaire du terrain privé qui est tout proche de l'endroit où les corps ont été découverts. Ce Ronald Logan a 77 ans, en tout cas à l'époque. Il habite à moins de 400 mètres du lieu du crime, ce qui le place évidemment naturellement dans le viseur des enquêteurs. Le 16 février, d'ailleurs, 2 jours après la découverte des corps, la police perquisitionne son domicile. Cependant, aucune preuve matérielle ne le relie au meurtre d'Abby et de Libby. Et son alibi est plutôt solide puisqu'il raconte qu'il était parti ce jour-là pour une course au recyclage. Ça semble tenir, en tout cas, c'est ce que disent les enquêteurs. Ronald Logan va décéder en 2020, il ne sera jamais officiellement nommé suspect dans ce double meurtre, même si le doute va planer un temps sur lui dans l'esprit du public. Parmi les témoins interrogés figure aussi un certain Richard Allen. C'est un habitant de Delphi, il a 44 ans à ce moment-là. Dès le 15 février 2017, donc dès le lendemain de la découverte des corps, il se présente spontanément au commissariat pour signaler qu'il se trouvait sur les sentiers de la Mullan High Bridge le jour de la disparition, entre 13h30 et 15h30. Il déclare avoir d'ailleurs aperçu 3 jeunes filles sur le chemin, c'est ce qu'il raconte. Probablement Abby, Libby et une autre promeneuse, c'est ce qu'il dit. Mais
Il affirme n'avoir rien remarqué d'inhabituel. Son témoignage, qui ne paraît pas particulièrement alarmant, est consigné puis classé. Ironie tragique. On apprendra des années plus tard, écoutez bien, que cette déclaration de ce Richard Allen a en fait été mal enregistrée dans la base de données, son nom étant associé par erreur à celui d'une rue et marqué comme renseignement déjà vérifié, si bien que les enquêteurs ne le recontacteront pas à l'époque. Une autre information intrigue les autorités en 2017. Peu après l'heure estimée des meurtres, une voiture aurait été vue en train de quitter précipitamment l'un des accès au sentier, comme si le conducteur fuyait la scène. Une caméra de surveillance routière non loin de la zone a capturé une image fugace d'un véhicule de type Ford Focus stationné de manière inhabituelle, en marche arrière, près d'un ancien bâtiment de services sociaux désaffecté. Ce détail est rapporté par des témoins et alimente des spéculations. Le meurtrier a-t-il garé sa voiture non loin du pont avant de s'enfuir rapidement ? Le 17 juillet 2017, faute d'avoir identifié l'homme de la vidéo, la police diffuse un premier portrait robot réalisé grâce à des témoignages oculaires. Le dessin représente un homme caucasien d'environ 40 ans, aux cheveux bouclés, sous une casquette avec un bouc. Ce suspect numéro 1 au visage fermé devient l'image de l'énigme de Delphi et des affiches sont placardées dans toute la région. Fin septembre 2017, une piste inattendue émerge à plus de 1500 km de là dans le Colorado. Un shérif local contacte la police d'Indiana au sujet d'un certain Daniel Nations, 31 ans, interpellé près de Colorado Springs. Ce Nations a été arrêté le 25 septembre 2017 pour avoir menacé des randonneurs avec une hachette sur un sentier de montagne. Or, un cycliste avait été tué par balle sur ce même trail quelques semaines plus tôt. Mais surtout, ce Daniel Nations est originaire de l'Indiana et a vécu près de Delphi à l'époque des meurtres d'Abby et Libby. Il est aussi un délinquant sexuel fiché, condamné dans le passé pour exhibition obscène. Ces éléments font de lui un suspect potentiel sérieux. Des détectives de l'Indiana se rendent alors au Colorado pour l'interroger et obtenir son ADN. Pendant quelques mois, l'hypothèse Daniel Nations nourrit l'attention médiatique. Pourtant, au fil de l'enquête, aucun élément probant ne vient le relier au meurtre de Delphi. En février 2018, les autorités déclarent officiellement que Daniel Nations n'est plus considéré comme une piste majeure dans l'affaire. Les années passent, l'affaire semble au point mort, il n'y a plus de suspects identifiés. Delphi, cette petite communauté soudée, vit dans la peur, la frustration de savoir un meurtrier en liberté. La ville est marquée à jamais. Des rubans violets et turquoises, qui sont les couleurs préférées d'Abby et de Libby, fleurissent sur les arbres et les lampadaires en leur mémoire. Les médias nationaux continuent de parler ponctuellement de l'affaire, tandis que la police locale assure que l'enquête n'est pas du tout froide et qu'elle reçoit encore des milliers de signalements, mais ça n'avance pas. Le 22 avril 2019, 2 ans après les meurtres, la police organise une nouvelle conférence de presse. Une conférence de presse retentissante. Elle dévoile un deuxième portrait robot du suspect, très différent du premier. Cette fois, le dessin montre un homme nettement plus jeune, la vingtaine, cheveux bouclés, volumineux, pas de barbe. Les enquêteurs expliquent qu'ils réorientent l'enquête et demandent au public de bien regarder ce nouveau visage, d'écouter à nouveau la voix enregistrée et d'observer la démarche de l'homme sur le pont, telle qu'on la voit dans la vidéo. Ils sont convaincus que le meurtrier, je cite, se cache à Delphi et qu'il est familier des lieux. En parallèle, un appel est également lancé pour identifier le conducteur d'un véhicule abandonné près du sentier le jour du crime, en référence à la fameuse voiture suspecte vue près de l'ancien bâtiment administratif. Malgré ce nouvel angle, personne ne se manifeste pour avouer ou accuser quelqu'un et le mystère perdure. Faut savoir que pendant tout ce temps, l'enquête officielle ne donne pas plus de détails. J'ai commencé à vous en parler tout à l'heure, mais les autorités semblent protéger scrupuleusement certaines informations sensibles, notamment la cause exacte des décès, pour éviter toute fuite ou tout faux aveu. La manière dont Abby et Libby ont été tués demeure donc inconnue du public pendant plus de 7 ans. Un secret bien gardé pour préserver la dignité des victimes et ne pas compromettre d'éventuels aveux
du vrai coupable. Fin 2021, un nouveau rebondissement met la communauté en émoi. Le 6 décembre 2021, précisément, les enquêteurs révèlent au public qu'ils cherchent à en savoir plus sur un profil en ligne suspect portant le pseudonyme suivant, Anthony Shots. Ce compte, actif sur Instagram et Snapchat, avait communiqué avec Libby peu de temps avant sa mort. Derrière ce pseudo, Anthony Shots, se cache en fait un internaute qui utilisait les photos d'un jeune mannequin pour se faire passer pour un adolescent riche et attirant, dans le but d'entrer en contact avec des mineurs. La police parvient à remonter jusqu'à l'individu ayant créé ce faux profil. Il s'appelle Keegan Kline, un jeune homme de 26 ans, vivant à Pérou, dans l'Indiana. Placé en garde à vue, il admet avoir utilisé le compte Anthony Shots pour parler à des filles mineures en ligne et obtenir d'elles des photos explicites. Il reconnaît notamment avoir discuté avec Libby German via ce faux profil, tout en niant farouchement être impliqué dans le meurtre des deux amis. Pendant quelques mois, le nom Keegan Kline alimente les spéculations forcément. Toutefois, les enquêteurs soulignent qu'à ce stade, en tout cas, aucun élément ne relie Kline directement au crime de Delphi. Il semble que Libby ait été en contact virtuel avec ce prédateur sans pour autant l'avoir rencontré en personne ce jour-là. Keegan Kline n'est donc pas inculpé dans l'affaire Abby et Libby. En 2022, il est toutefois poursuivi pour une trentaine de délits liés à la pédopornographie et l'exploitation sexuelle de mineurs. Il finira par plaider coupable pour 25 chefs d'accusation et sera condamné en juillet 2023 à 40 ans de prison pour ses crimes en ligne. Cette révélation du faux profil aura eu en tout cas le mérite d'écarter une piste et de rassurer la population sur le fait qu'un criminel sexuel sévissant en ligne n'était pas le tueur recherché. Après ce détour par la piste Kline, l'enquête sur les meurtres de Delphi semble à nouveau dans l'impasse au début de l'année 2022. Les familles, bien que découragées par l'attente insupportable, continuent de se battre pour maintenir l'attention sur l'affaire, pour pas qu'on oublie. La grand-mère de Libby confie même à la télévision que tant que le monstre qui a fait ça n'est pas arrêté, personne ne peut vraiment tourner la page. C'est à l'automne 2022 qu'un événement anodin va tout changer. Le 21 septembre 2022, une employée administrative bénévole du service de police chargée d'archiver des documents de l'enquête Delphi tombe sur un détail qui la fait tiquer. Elle découvre qu'un signalement concernant un certain Richard Allen a été mal classé des années plus tôt, souvenez-vous. En vérifiant, elle réalise que ce Richard Allen n'a jamais été suivi ni relancé par les enquêteurs en raison d'une simple erreur orthographique dans son nom. On l'a classé dans un nom de rue, juste une faute orthographique a tout fait basculer. Cette découverte est immédiatement transmise aux inspecteurs en charge de l'affaire. L'information, oubliée depuis 2017, refait surface. Richard Allen avait lui-même signalé sa présence sur les lieux le jour du meurtre. Ce n'est pas anodin, mais son dossier était passé à travers les mailles du filet à cause, encore une fois, de cette fameuse faute d'orthographe. Cette fois, les détectives prennent Richard Allen très au sérieux. Une surveillance discrète est mise en place et bientôt, un mandat de perquisition est obtenu pour fouiller sa maison située dans le centre-ville de Delphi. Le 13 octobre 2022, les policiers investissent le domicile de Richard Allen. Ce qu'ils y trouvent va faire basculer l'enquête. Un pistolet semi-automatique calibre 40 est saisi, un Sig Sauer, ainsi que plusieurs couteaux. Mais surtout, l'expertise balistique sur l'arme va révéler une correspondance déterminante. La balle non percutée, rappelez-vous, retrouvée entre les corps d'Abby et Libby en 2017, présente des micro-sillons et marques d'éjection, tout à fait compatibles avec ce fameux pistolet qu'on vient de retrouver chez Richard Allen. En clair, la cartouche aurait été chambrée dans l'arme de Richard Allen, puis éjectée sans avoir été tirée, peut-être lors du rechargement ou d'un incident d'alimentation. Et elle est tombée sur la scène de crime. C'est une preuve technique capitale. Par ailleurs, les enquêteurs constatent que Richard Allen possédait en 2017 une voiture Ford Focus noire. Or, ce véhicule
correspond étroitement à celui entrevu sur les vidéos de surveillance routière le jour du meurtre, garé près du sentier, d'une manière inhabituelle. Un témoin avait décrit une voiture à l'allure vieillotte, stationnée en marche arrière pour cacher sa plaque, exactement comme la Ford Focus de Richard Allen. Munis de ces nouveaux éléments, les inspecteurs convoquent Richard Allen pour un interrogatoire poussé. Nous sommes fin octobre 2022. L'homme, face aux preuves, maintient une partie de son récit initial. Il admet s'être trouvé sur le trail de Monon High Bridge le 13 février 2017, affirmant qu'il se promenait seul pour regarder des poissons dans la rivière. Il reconnaît avoir porté ce jour-là une veste bleu foncé ou noire et un jean, une tenue cohérente avec celle du suspect sur la vidéo. En revanche, il nie toujours farouchement être impliqué dans la mort des deux adolescentes. Le problème, c'est que la concordance de multiples facteurs est accablante pour lui. Sa présence sur les lieux au moment critique, l'arme chez lui liée à la scène de crime, la voiture correspondante, sans oublier son apparence générale pouvant correspondre à l'homme de la vidéo, la veste bleue et le jean. C'est comme ça qu'après près de 6 ans d'une enquête semée d'embûches, le doute n'est plus permis pour la police d'Indiana. Le 26 octobre 2022, Richard Allen est arrêté et placé en détention. Le 28 octobre, il comparaît brièvement devant la justice. Il est officiellement inculpé de 2 chefs de meurtre pour chacune des 2 victimes. L'annonce de cette arrestation fait l'effet d'un tremblement de terre à Delphi. Enfin, un suspect concret est mis en cause dans le drame qui hantait la ville depuis tant de temps. Richard Matthew Allen a donc 50 ans au moment de son arrestation. C'est un habitant de Delphi depuis de nombreuses années. Il s'y est installé en 2006 avec sa femme, Cathy, et leur fille. Il vit dans une modeste maison située à quelques minutes de marche seulement de Monon High Bridge. C'est un ancien gérant de supermarché. Il travaille depuis 2018 comme technicien en pharmacie au magasin CVS local, un commerce que fréquentent beaucoup de riverains d'ailleurs. Aux yeux de son entourage, Richard Allen, c'est un citoyen sans histoire. Il n'a pas de casier judiciaire. On le décrit comme un homme poli, discret, parfois un peu déprimé. Le fait qu'il ait pu passer sous le radar pendant si longtemps, alors même qu'il habitait sur place et menait une vie apparemment normale, est sidérant pour la population. Après son inculpation, un juge ordonne en novembre 2022 la mise sous scellé des indices ayant conduit à son arrestation. Ce document judiciaire sera finalement rendu public, confirmant les éléments accablants. La vidéo du téléphone de Libby qui montre clairement un homme armé ordonnant aux filles de descendre la colline. Et cette voix serait celle de Richard Allen selon les enquêteurs. La cartouche retrouvée sur place provenait de son pistolet. Et enfin, des témoins avaient noté qu'un homme quittant la zone ce jour-là portait une veste bleue et un jean, les vêtements mêmes qu'Allen a admis avoir portés ce jour-là. La nouvelle de l'arrestation de Richard Allen suscite autant de soulagement que de questions évidemment dans l'opinion. Comment a-t-il pu échapper aux soupçons pendant 5 ans ? Était-il vraiment le bridge guy de la vidéo ? Y a-t-il d'autres complices ? Ou s'agit-il d'un tueur isolé ? L'enquête se poursuit pour consolider le dossier en vue du procès. Le procès de Richard Allen s'annonce comme l'un des plus suivis de l'histoire de l'Indiana. Avant même son ouverture, le juge impose en décembre 2022 une ordonnance de silence. En gros, il est interdit à toute personne impliquée, les avocats, la police, les proches, de s'exprimer publiquement sur l'affaire jusqu'au procès. En septembre 2023, un étrange développement vient temporairement brouiller les cartes. Les avocats de Richard Allen déposent un mémoire de défense de 136 pages, proposant une théorie alternative pour innocenter leurs clients. Selon eux, Abby et Libby auraient été victimes d'un rite sacrificiel perpétré par des membres extrémistes d'une secte néo-païenne appelée l'odinisme. Ils évoquent des prétendus symboles laissés sur la scène de crime et pointent du doigt des individus affiliés à ce culte nordique suprémaciste blanc qui aurait pu commettre un double meurtre rituel. Cette thèse, pour le moins farfelue, n'est étayée par aucune preuve solide. La juge la qualifiera d'ailleurs de pure spéculation. Et elle est rejetée, interdite d'évocation à l'audience faute de lien probant avec le crime. Beaucoup
y voit forcément une manœuvre désespérée de la défense pour semer le doute. En octobre 2023, à quelques semaines du procès, un scandale éclate. Des photos de la scène de crime se retrouvent diffusées illégalement sur Internet. L'enquête révèle qu'un employé du cabinet des avocats de la défense a subtilisé et divulgué ces clichés confidentiels. La juge entre alors dans une colère froide, elle sanctionne sévèrement ce manquement à l'éthique en démettant temporairement les deux avocats principaux de Richard Allen de leurs fonctions. Enfin, le 18 octobre 2024, le procès tant attendu de Richard Allen s'ouvre à Delphi sous haute sécurité. Le public et la presse ne sont pas autorisés à filmer à l'intérieur, mais l'audience est publique et de nombreux journalistes couvrent les débats. L'atmosphère est lourde d'émotions. Le procureur, Nick McClelland, annonce qu'il va prouver qu'Allen est bien le tueur, grâce à des preuves balistiques, des témoignages et ses propres aveux. La défense rétorque qu'aucune preuve scientifique, ADN, empreinte digitale, etc. ne lie formellement leur client à la scène et que les aveux, entre guillemets, ne sont en réalité que des divagations d'un homme mentalement fragile. Au fil des témoignages, d'horribles détails, jusqu'ici gardés secrets, sont enfin révélés publiquement. Un expert, médecin légiste, vient confirmer ce qui n'était qu'une rumeur. Alors attention parce que là, les propos peuvent choquer, les détails peuvent choquer. Les deux adolescentes sont mortes égorgées. Les autopsies montrent qu'Abby et Libby ont eu la gorge tranchée nette, de manière violente. Les photos médico-légales présentées brièvement au jury sont si éprouvantes que certains jurés laissent échapper des hoquets de dégoût. On apprend aussi qu'Abby a été retrouvée vêtue des vêtements appartenant à Libby, tandis que Libby était dénudée, partiellement couverte de son propre sang. Ce dérangeant échange de vêtements reste à ce jour inexpliqué, peut-être un acte de mise en scène du tueur. Fait important à signaler, aucune trace d'agression sexuelle n'a été détectée sur les corps, malgré la nudité de Libby. Un enquêteur explique que des branchages et des feuilles avaient été disposés sur les corps comme pour les dissimuler dans la végétation. L'un des moments les plus attendus du procès est la diffusion intégrale pour la première fois de la vidéo enregistrée par Libby sur le pont. Seules 43 secondes de cet enregistrement sont montrées au jury, mais elles en disent long. On y voit d'abord Libby et Abby avancer sur le pont, insouciantes. Libby filme Abby qui marche devant elle sur les traverses. À un moment, la caméra se lève vers l'arrière, personne ne suit les filles. Puis, plan suivant, on aperçoit un homme marchant derrière elle sur le pont. Sur la bande-son, on entend la voix de l'une des filles, peut-être Abby, dire d'un ton inquiet. There's no path going there, so we have to go down here. C'est possiblement le moment où les adolescentes, arrivées au bout du pont, réalisent qu'elles doivent faire demi-tour ou descendre le talus pour continuer, et qu'un individu louche est maintenant juste derrière elles. La séquence suivante, floue, montre l'homme s'approcher. Sa voix retentit distinctement. Guys, down the hill, les filles en bas de la colline. D'après le témoignage d'un policier, on entend même l'une des victimes murmurer le mot « arme » à l'instant où l'homme les menace. Le procureur affirme que l'agresseur a braqué une arme à feu pour soumettre Abby et Libby et qu'à 14h13, Libby a cessé l'enregistrement vidéo pour obéir aux ordres du tueur. La vidéo s'arrête là et l'on devine la suite tragique. En entendant la voix de leur fille, les parents de Libby fondent en larmes dans la salle d'audience. Les experts techniques détaillent également la chronologie du téléphone de Libby. Grâce à l'analyse des données, on sait que son smartphone a commencé à bouger vers 14h31, sans doute quand le tueur l'a emmené hors du pont. Puis à 14h32, le téléphone s'immobilise brutalement et n'enregistrera plus aucun mouvement. Il reste éteint ou hors réseau dans la zone boisée du crime. Ce n'est que bien plus tard, dans la nuit, qu'il émet à nouveau un signal. Il s'éteint définitivement vers 22h32, quand sa batterie se vide, puis se rallume brièvement à 4h33 le matin du 14 février, recevant alors d'un coup 15 à 20 SMS, dont un message de la grand-mère de Libby, envoyé la veille à 17h45, suppliant « Rappelle-moi tout de suite, s'il te plaît ». Un expert en téléphonie va souligner un détail troublant. Le soir du 13 février à 17h45, une tentative d'appel est enregistrée sur le portable de Libby. Et l'instant d'après, quelqu'un a branché un écouteur dans la prise jack du téléphone. Puis il l'a débranché, près de 5 heures plus tard,
vers 22h32. Selon l'expert en question, cela implique qu'une personne a manipulé le téléphone de Libby bien après le meurtre, possiblement pour tenter de le faire taire ou d'y accéder. Ce genre de détail inédit fascine autant qu'il inquiète, suggérant que le meurtrier est peut-être revenu sur les lieux après coup. Petite parenthèse importante concernant le téléphone de Libby, parce que moi j'ai bloqué pendant de longues minutes sur cette séquence. Donc vous avez compris que le téléphone de Libby a lui été retrouvé sur la scène de crime. C'est lui qui a permis de mettre en évidence la vidéo du tueur sur le pont et ce fameux audio. Question, parce qu'on le voit lors du procès, il y a cet expert qui explique que le téléphone a été éteint faute de batterie, c'est ce qu'on comprend, en tout cas a été éteint, mais que ce téléphone s'est rallumé brièvement quelques heures plus tard pour que certains messages d'ailleurs arrivent sur le téléphone de Libby, que certains messages soient délivrés. Qui a reconnecté le téléphone? Est-ce qu'il s'est reconnecté tout seul automatiquement? Ça paraît peu probable. Et surtout, qui a branché cette fameuse prise jack pendant plusieurs heures dans le téléphone de Libby? C'est ça qui est bizarre et qui est inexplicable. La seule explication que les enquêteurs mettent en avant, c'est que le Richard Allen, le tueur, a emporté avec lui le téléphone de Libby, qu'il a essayé de le manipuler pendant plusieurs heures, peut-être brancher un casque pour écouter je ne sais quoi, peut-être pour essayer de supprimer des éléments, je sais pas, des photos, des vidéos. Il n'a pas réussi à se connecter parce qu'il y avait un mot de passe et qu'il a rapporté le téléphone sur les lieux du crime. Ça paraît quand même très gros comme élément. Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est le seul truc qui n'est pas clair dans cette histoire. Si vous avez des explications, je suis preneur. L'un des points les plus accablants pour Richard Allen reste la série d'aveux implicites qu'il aurait fait pendant sa détention provisoire. Le procureur révèle aux jurés que Richard Allen a confessé plus de 60 fois le double meurtre en présence de codétenus, de gardiens ou même lors d'appels téléphoniques avec ses proches. Ses propos ont été enregistrés ou rapportés. Richard Allen aurait par exemple dit à plusieurs reprises à sa femme Cathy qu'il était désolé et qu'il a fait du mal aux filles, demandant si elle pouvait encore l'aimer malgré ce qu'il a fait. Cathy Allen, persuadée que son mari n'était pas dans son état normal, lui répondait qu'il était malade, mais pas coupable. Un psychologue de la prison, cité par la défense, témoigne que Richard Allen souffrirait de troubles mentaux sévères, une dépression profonde, de l'anxiété, alors qu'il était en état de détresse psychotique au moment où il a tenu ses propos confus. Selon cette experte, Richard Allen se serait convaincu d'avoir commis les meurtres alors qu'il n'en saurait rien. Théorie à laquelle peu de monde adhère, vous l'avez compris, vu la concordance des éléments matériels contre lui. Parmi les aveux, un élément retient l'attention. Richard Allen aurait confié à un médecin de la prison qu'à l'origine, il prévoyait d'agresser sexuellement les adolescentes, mais qu'une camionnette blanche apparue non loin l'aurait effrayé et l'aurait poussé à renoncer à ce plan pour finalement les tuer rapidement. Cette révélation est cohérente avec un témoignage apporté au procès par un dénommé Brad Weber, c'est un chauffeur d'une camionnette blanche. Ce Brad explique qu'il circulait effectivement près du site des meurtres le 13 février 2017 dans son véhicule utilitaire et qu'il s'est arrêté brièvement à proximité. Ce témoin a donné des versions contradictoires quant à son emploi du temps exact ce jour-là. Dans une déclaration, Weber a dit être rentré directement chez lui. Dans une autre, il prétend avoir fait un détour pour dépanner un distributeur automatique. La défense s'est emparée de ces contradictions, forcément, pour tenter de semer le doute. Pourquoi ce Weber-là, a des contradictions dans son emploi du temps? Si la camionnette n'est arrivée sur les lieux qu'à 14h44, comme le suggèrent certaines images de vidéosurveillance, cela signifie que leur client, que Richard Allen, aurait déjà commis le crime bien avant. Le téléphone de Libby s'arrêtant à 14h32, c'est à ce moment-là qu'on pense que le crime est commis. La présence de la camionnette n'aurait donc pas dû influencer ses actes. La défense argumente ainsi que le récit de confession de Richard Allen est confus et ne colle pas parfaitement au timing, ce qui devrait discréditer ses aveux. L'accusation lors du procès assène un dernier coup dur, un officier de police ayant écouté plus de 60 heures d'appels téléphoniques de Richard Allen depuis sa prison affirme devant le tribunal que la voix enregistrée disant « Down the Hill » est identique à celle de Richard Allen. En d'autres termes, pour les forces de l'ordre, il n'y a pas l'ombre d'un doute, Richard Allen est le mystérieux Bridge Guy de la vidéo de Libby.
Après 6 semaines de débats intenses, l'heure est aux délibérations. Le jury, composé de 12 citoyens tenus à l'isolement pendant tout le procès, entame ses discussions le 7 novembre 2024. Il leur faudra 18 heures de délibération sur 4 jours pour parvenir à un verdict unanime. Le 11 novembre 2024, la décision tombe dans une salle d'audience bondée et silencieuse. Richard Allen est déclaré coupable du meurtre de Liberty German et d'Abigail Williams. À l'énoncé du premier coupable, des sanglots de soulagement secouent les rangs des familles des victimes. Dehors, une foule rassemblée devant le tribunal laisse éclater sa joie en apprenant la nouvelle. Des applaudissements, des cris d'approbation retentissent alors que Delphi exhale enfin un long soupir après 7 ans d'attente. Richard Allen, lui, reste impassible, hormis un regard vers sa femme en larmes. Il lui demande doucement « Ça va ?» avant d'être menotté et emmené. Le 20 décembre 2024, lors de l'audience de détermination de la peine, la sentence est prononcée. Richard Allen écope de 65 ans de prison pour le meurtre de Libby et 65 ans pour celui d'Abby, consécutifs, soit un total de 130 ans de prison. Richard Allen, aujourd'hui âgé de 52 ans, ne reverra jamais sa liberté. Il sera transféré hors de l'Indiana pour purger sa peine dans une autre prison d'État pour sa propre sécurité. Dans la salle, les familles d'Abby et Libby prennent la parole, la voix brisée mais ferme. La sœur de Libby, Kelsey, et la mère d'Abby expriment leur soulagement de savoir le coupable derrière les barreaux, tout en soulignant que rien ne pourra ramener leur fille. Aujourd'hui, la petite ville de Delphi tente toujours de panser ses plaies après cette longue épreuve. La mémoire d'Abby et Libby y est honorée de multiples façons. Dès 2017, des milliers d'habitants de l'Indiana avaient placé des lumières oranges sur leurs porches en signe de vigilance tant que leur meurtrier courait. Un parc sportif et récréatif en leur nom, Abby and Libby Memorial Park, a été inauguré grâce à une fondation créée par les familles afin d'offrir aux générations futures un espace de jeu d'art et de nature à la hauteur de la joie de vivre des deux amis. Des tournois de softball, des concerts de bienfaisance et des bourses d'études commémoratives ont également vu le jour pour perpétuer leurs souvenirs. Au collège de Delphi qu'elles fréquentaient, la bibliothèque a été rebaptisée en leur nom. Et partout dans Delphi, les rubans violets et bleu turquoise continuent d'orner la ville chaque anniversaire du drame, rappelant à tous combien Abby Williams et Libby German, deux jeunes filles pétillantes, ont marqué à jamais le cœur de leur communauté. Près de 9 ans après les faits, l'affaire des meurtres de Delphi restera gravée comme une tragédie au dénouement long et douloureux. Grâce à l'incroyable courage de Libby qui a laissé à la police les clés de l'énigme sur son propre téléphone et à la persévérance acharnée des enquêteurs, justice a finalement été rendue. Delphi n'oubliera jamais Abby et Libby, deux anges partis trop tôt, dont l'amitié indéfectible force encore l'admiration et qui veillent désormais sur leur petite ville depuis l'au-delà. There's no path going there, so we have to go down here. Hi. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Je présume évidemment que vous connaissiez l'affaire des Delphi Murders, c'est comme ça qu'on l'appelle. J'avais à cœur de revenir entièrement sur cette histoire déjà parce qu'en fait, au fur et à mesure des années, vous l'avez vu, il y a eu plusieurs identités de coupables qui ont été projetées, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que quand on parle d'Abby et de Libby, quand on parle de cette affaire, c'est pas très clair. Moi, j'avais encore dans l'idée des présumés coupables, des potentiels suspects, mais je ne savais pas qu'on avait enfin mis un visage et un nom sur le meurtrier, celui qui a commis cette atrocité. Donc, il y a maintenant plusieurs années, n'hésitez pas à commenter, évidemment, comme vous le faites d'habitude. On fait un tour justement sur les commentaires de la vidéo qui est sortie au moment où j'enregistre celle-ci. Vous savez qu'on fait un petit tour de vos commentaires à chaque fois. Les commentaires... le plus souvent les plus likés. Alors la vidéo, c'est la vidéo sur Lindsay Hawker, vous savez, qui a été tragiquement assassiné au Japon par cet homme qui a prétexté vouloir un cours d'anglais et finalement il l'a ramené chez lui et il l'a tué. Cette affaire vous a beaucoup fait réagir, on l'a surnommé d'ailleurs le fantôme de Tokyo parce que les enquêteurs, les policiers japonais ont eu beaucoup de mal à mettre la main sur lui.
Donc Chanelta me dit « Rien qu'à la tête du gars, je trace une mort de plus qui aurait pu être évitée. » Il y a Laetitia qui me dit « Sécurité, oui, mais au Japon, Tiphaine n'est jamais revenu de Nico. Pensez à Tiphaine Véron et sa famille aussi. » Ça, c'est une histoire aussi qui est très étrange. Tiphaine Véron, c'est une Française, si je ne m'abuse, qui a disparu au Japon. Il y a son frère qui continue aujourd'hui de retourner au Japon pour essayer de la retrouver, de comprendre ce qui a pu se passer. Une affaire très mystérieuse qui a beaucoup été traitée sur YouTube, mais si vous le souhaitez, j'essaierai d'en parler et de retracer tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est passé sur la mystérieuse disparition de Tiphaine Véron au Japon. Et il y a d'ailleurs Violette qui parle aussi de Tiphaine. La famille de Tiphaine Véron a le plus grand mal à obtenir la vérité sur la disparition de la jeune femme. Les autorités japonaises sont de mauvaise volonté et espèrent que décourager la famille abandonnera. Ok, bon j'essaierai, si vous le souhaitez, de me pencher sur l'affaire Tiphaine Véron, peut-être aussi obtenir le témoignage, comme je le fais souvent sur mes vidéos, du frère qui veut obtenir la vérité. On imagine sa douleur et la douleur de la famille. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut.